L'Institut de hautes études de Tunis et le groupe Daily Training Forum organisent le Forum de l'économie financière, ensemble des vidéoconférences en ligne. Nous commençons ici une série de vidéoconférences intitulée La Tunisie au creux de la vague. À l'heure où le pays est en proie à la plus grande crise pandémique, les indicateurs économiques et sociaux sont en plus bas. Le plan de soutien à l'entreprise et aux couches sociales les plus vulnérables se fait attendre. La session d'aujourd'hui portera sur la concevoir la stabilisation de la crise avec Slim Tletli, mathématicien, économiste, ancien ministre, Ezdin El-Arbi, professeur d'économie de Los Angeles, PhD, et nous attendons Shukri Gharbi, rédacteur en chef adjoint de Jalid La Presse. Il a un problème de connexion, il est centre-ville. La Tunisie traverse donc une crise multiforme bien avant le 14 janvier déjà. Avec la deuxième vague de la pandémie qui se profile, c'est le flux intégral. Selon nos estimations, la Tunisie perdrait 25 milliards de dinars de richesse naturelle à la fin septembre et 35 à 37 milliards fin décembre. Les mesures de soutien effectives au profit de l'entreprise et des ménages les plus vulnérables sont encore en attente. Encore une fois, la politique prend la part du lion au détriment de l'économie et au détriment du social. Encore une fois, c'est la population qui a été exclue du développement. Encore une fois, certaines régions qui regorgent pourtant de potentialités très prometteuses sont laissées pour compte. La cocotte minute risque d'exploser. Cette session va porter sur où est-ce que nous en sommes. Il y a donc deux points à définir. Le redémarrage de l'activité qui est d'autant plus risqué que la deuxième vague d'infection se profile. Déjà aujourd'hui, on croit savoir qu'il va y avoir un couvre-feu. Bref, autant de problématiques qui pourraient obliger les pouvoirs publics à imposer de mesures d'éloignement physique, de confinement et de quarantaine. Le deuxième point concerne la réduction et l'arrêt de l'hémorragie des finances publiques déclenchée par le dérapage continu accéléré depuis 2011. Les dépenses publiques à profusion, un gaspillage sans précédent de ressources. Bref, arrêter cette hémorragie revient à arrêter d'abord toutes sortes de gaspillage des deniers publics pour réorienter les dépenses vers l'essentiel, c'est-à-dire vers l'investissement de l'infrastructure, l'éducation, la santé, vers tout ce qui pourrait améliorer le vécu des Tunisiens
à court et moyen terme. En tout état de cause, certaines parties considèrent que arrêter l'hémorragie, c'est freiner les dépenses publiques pour endiguer le déficit public. Or, en aucun cas, le déficit public ne doit se traduire par des augmentations illusoires d'impôts, de taxes et de cotisations pour doper les recettes. Autrement, l'économie pourrait se diriger vers une chute encore plus sévère que tout ce qui a été observé jusqu'à présent dans le cadre de la crise précédente. Et selon plusieurs analystes, le problème est sur la table. Nous allons, avec Tislim Tletli et Sirazdine Harbi, examiner les perspectives à l'heure d'aujourd'hui et les contraintes. Si Slim Tletli, c'est à vous la parole. Merci, Sitar. Encore une fois, je suis très heureux d'être parmi vous, en particulier avec Sirazdine, dont je viens de faire la connaissance. لو تسمح si tu permets سي طاهر je vais présenter un bilan rapide que tu as présenté, mais je vais essayer de lui donner une certaine connotation. Effectivement, nous avons connu un recul de la croissance sur le deuxième trimestre, le T2 2020, de près de 22%, 21,4%. C'est inédit. Nous n'avons jamais vu une baisse de la croissance à ce niveau-là. Sur le premier semestre de janvier à fin juin, nous avons une croissance négative de 11,7% et les prévisions disent qu'on va terminer l'année entre probablement 8 et 10% de décroissance. Le chômage est passé de 15 à 18%, ce sont les statistiques de l'INS, mais en fait, le chômage est de 20%. Ou c'est l'INS qui le dit d'ailleurs, puisqu'on a 163 000 chômeurs de plus, il y a 74 000 qui sont demandeurs d'emploi, mais qui ne sont pas allés s'inscrire dans les bureaux de l'emploi, de l'ANETI, et donc ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. Donc, en fait, c'est pas 18, c'est 20%. Il faut ajouter les 163 000, 74 000 demandeurs d'emploi. Et donc, il est à 20% de taux de chômage. Et alors, je vais le dire aussi par ailleurs, quand on dit qu'on a un taux de chômage de 20% moyen, ça veut dire que dans certaines régions, il est probablement de 30 à 40%. Il est pour certaines catégories comme les femmes diplômées à Sidi Bouzid, il est de 60%. Et donc, les moyennes, je dis souvent, comme je suis mathématicien, les moyennes ne signifient pas grand-chose. لكن المهم كذلك في موضوع الشوماج nous avons un nouveau type de chômage. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, le chômage en Tunisie, d'habitude, c'est un chômage, on le connaît, un chômage d'insertion. Ce sont des étudiants, des sortants de l'université, des sortants de la formation professionnelle, etc., qui, à la sortie de leurs études, vont attendre 1, 2, 3, 4, certains même 10 années avant d'intégrer le marché du travail. C'est ce qu'on appelle un chômage d'insertion. C'est-à-dire, pour l'essentiel, c'est ça. Or, les 200 000 chômeurs nouveaux ne sont pas ceux-là. Ce sont des gens qui ont travaillé dans des entreprises et qui ont perdu leur emploi. C'est des entreprises qui ont fermé. Et ça veut dire que c'est des gens qui, probablement, en 15 ans de métier, de travail, qui sont dans le marché du travail depuis une quinzaine d'années,
c'est-à-dire des gens qui sont probablement mariés, qui ont un ménage, qui ont 2 enfants et qui se retrouvent au chômage. C'est une vraie catastrophe. C'est pas un jeune qui est sorti de l'université, qui reste accroché à ses parents, qui vit avec ses parents, il dabar raso, il dabar qahwa au suegro, et il peut vivoter, il fait du travail ça et là. C'est un nouveau type de chômage qui va être grave sur le plan social. Alors, vous avez vu aussi les derniers chiffres de l'indice de production industrielle qui a baissé de 7,4%. Et ces baisses, les baisses sectorielles sont certains secteurs qui sont importants, entre 20 et 30% de baisse. Le déficit budgétaire a atteint au premier semestre 7%. Alors, il est inutile de dire que c'est un faux déficit budgétaire. Tout le monde le sait maintenant. Beaucoup de choses ne sont pas comptabilisées. On ne paye pas les entreprises. On ne paye pas. Il y a 6 milliards de dinars que l'État doit aux entreprises publiques qu'elles ne payent pas. Et donc, on sort avec des déficits acceptables, soi-disant acceptables. Et donc, bon, l'explosion de la dette, tu en as parlé. Le service de la dette aujourd'hui contraint de plus en plus les dépenses de l'État et on sait quelle est la variable d'ajustement. C'est classique, c'est le titre 2. L'investissement public est en baisse totale. Comme on n'a pas d'argent, on renonce à investir et l'investissement, c'est ce qui prépare l'avenir. L'investissement public, c'est ce qui prépare l'avenir et donc cette situation est totalement insoutenable. Et le dernier point sur le descriptif de la situation, même certains indicateurs semblent bons, comme par exemple nos réserves en devises. En fait, ça cache, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, en fait, ça cache de très grandes fragilités. Avoir 143 jours de réserve en devises exprimées en jours d'importation et un indicateur un peu illusoire. Et donc, voilà globalement la situation et elle va empirer d'ici, très probablement d'ici la fin de l'année. Je vais continuer sur une autre partie pour qu'on échange avec Saïd Eddine quand même. Quelle est aujourd'hui les entreprises qui ont été les plus impactées. Il y a une enquête, vous l'avez vu, l'INS, c'était avec AFC, avec la SFI et l'Union européenne. L'impact de la crise Covid sur le secteur privé. Alors, je la résume, c'est une longue étude. Les entreprises qui sont impactées, ce sont les entreprises de petite taille, récemment créées et non exportatrices. Voilà un peu la typologie. En fait, quand on a demandé à ces entreprises impactées, celles qui ont bénéficié des mesures gouvernementales, les mesures de relance, 94% des entreprises ont dit « nous n'avons pas bénéficié de ces mesures ». Il n'y a que 9,6% d'entreprises qui ont pu bénéficier. Et quand on fait un zoom sur celles qui ont bénéficié, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ce sont, pour l'essentiel, de grandes entreprises, des entreprises type exportatrices et de vieilles entreprises. Donc, on est complètement en décalage par rapport à celles qui sont impactées. Celles qui ont bénéficié ne sont pas celles qui ont été les plus impactées. C'est vrai qu'il y a un problème total de ciblage des mesures qui ont été prises par le gouvernement, un plan de relance en fait qui bénéficie aux entreprises les plus impactées. Je vais m'arrêter là
Et je vais m'arrêter là et je voudrais revenir sur un secteur que je connais bien à Tar, le tourisme. Après, pour parler du tourisme, parce que c'est l'un des secteurs les plus impactés, en fait, c'est le secteur le plus impacté par cette crise, mais j'y reviendrai plus tard. Je vais laisser dans cette introduction la parole Sadiqna et notre collègue Siazdin. Merci, c'est Slim. Merci à Sitar de m'avoir introduit et de vous connaître virtuellement. J'espère que l'occasion se présentera de se rencontrer en termes réels. Le fait qu'on est en webinaire, etc., c'est vraiment cette pandémie de Covid. Effectivement, je partage pratiquement tout ce que Slim, vous venez de dire. J'aimerais aussi revenir sur l'introduction de Sitar, en fait, qui nous dit que cette séance-là va trouver sur les perspectives, sur les problèmes des finances publiques, sur le démarrage de l'activité. Ce que je dirais, c'est que vraiment le temps qui nous est consacré durant cette séance-là est inversement proportionnel au thème. Le thème, c'est tellement vaste qu'on ne pourrait pas pratiquement couvrir tous ces thèmes-là. Donc, je vais essayer d'être un peu pédagogique pour que la discussion entre nous soit profitable à ceux qui nous écoutent. Puisque Sitar a dit, on va voir les perspectives, etc., tout ce que je dirais, c'est que, les comptes publics sont à l'étiage, ils sont au cœur de la vague. Ça, pour résumer vraiment la situation d'une manière globale. Ce qu'il faudrait dire, c'est que aujourd'hui, avec la pandémie qui touche le monde entier, n'est-ce pas, il a fallu sacrifier l'économie, pratiquement, pour s'occuper essentiellement de cette pandémie. Si on voit le gouvernement précédent ou actuel, peu importe, précédent, c'est-à-dire le gouvernement de Sifarfer, puis le gouvernement actuel, il n'y a pas de vision. Il n'y a aucune vision, n'est-ce pas, ni économique, ni sociale, parce qu'il y a un plan stratégique de développement de 2016 jusqu'à 2020. C'est ça la vision du pays. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a la loi de finances de 2020. Même la loi de finances, il appelle ça complémentaire de 2020. Moi, je veux l'appeler rectificative. Il faut qu'elle rectifie ce qui existe. Je ne l'ai pas encore vu. OK? La loi de finances 2021, je n'ai aucune idée. C'est-à-dire de ce que le gouvernement voudrait essentiellement faire. Et puis, le plan nouveau. Le plan nouveau. Vous savez que pourquoi je parle de cela? Parce que si on va réfléchir, on est en train de vraiment réfléchir de deux choses. Quand on fait une vision, n'est-ce pas, pour qu'on prenne un plan d'action ou on fasse des stratégies, etc., il nous faut une vision. Donc, on n'a pas de business plan du pays. Et même, je dirais, le PSD, le plan stratégique de développement de 2016-2020, il n'y a aucune évaluation qui a été faite. Ce que je dirais, c'est que we are complètement off track des objectifs de ce plan stratégique de développement. Donc, ce que je dirais, c'est que la situation redoutable dans laquelle tous les décideurs dans plusieurs pays, y compris la Tunisie, ont affronté, n'est-ce pas? Je dirais que la Tunisie actuellement est dans un bloc opératoire. Vraiment, on est dans un bloc opératoire. Quand on parle de relance, etc., même le gouvernement, ils ont utilisé un terme, plan de sauvetage. N'est-ce pas? Quelqu'un qui sauve, on dirait que quelqu'un qui est en train de couler, on veut essayer, avant même de le stabiliser. On va essentiellement essayer de le sauver, puis le prendre dans la salle d'urgence pour essayer de stabiliser un peu, disons, les priorités qui existent. Donc, ce que je dirais, c'est que au niveau des finances publiques, on s'accorde parfaitement. Vous savez qu'au niveau des statistiques, etc., il y a des tendances, surtout quand on parle de 2020 ou 2021, il y a des estimations.
mais c'est vrai ce que la plupart, disons, des estimations qui sont faites pour le PIB en termes réels de 2020, c'est un minimum une vraiment chute de 7% minimum. Vous avez dit entre 8 et 10%, ça pourrait, ce sont des estimations qui sont faites. Et bien sûr, quand on parle du premier trimestre, deuxième trimestre, ça, c'est un glissement annuel par rapport au trimestre de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le PIB réel qui va vraiment dégringoler au moins de 7%. Il y a eu des estimations pour la plupart des pays, y compris l'Europe, y compris la France, y compris bien sûr l'Allemagne, etc., où il y a des estimations de déclin d'à peu près de 12%, des 12,5%. J'ai fait une petite publication, n'est-ce pas, vraiment pour comparer tous les pays, les super avancés comme les États-Unis, l'Europe, etc. Et tout ceci vraiment est négatif, excepté que pour la Chine, il y a une estimation, ça va croître de 1%. Mais 1% pour la Chine, c'est des comparaisons. Pourquoi je parle de cela? Parce que, en fait, la Tunisie est un pays très ouvert. Ouvert, si on prend exportation, importation sur PIB, c'est le taux d'ouverture. On n'est plus une économie très ouverte. Et on dépend essentiellement, n'est-ce pas, des pays européens, qu'on le veuille ou pas, à très court terme. Donc, cette pandémie, la Tunisie a subi de plein fouet, n'est-ce pas, les effets de la pandémie, au moins à travers la réduction du commerce, particulièrement avec les pays européens, les principaux partenaires, la baisse des investissements étrangers, mais aussi intérieurs, n'est-ce pas, et l'effondrement, vous êtes plus spécialiste que moi, n'est-ce pas, l'effondrement du tourisme, avec tout ce qu'il y a comme hôtel, comme restauration, etc., et la réduction, bien sûr, des transferts de fonds des Tunisiens à l'étranger. Donc, tout ceci fait qu'il n'y a plus, en quelque sorte, de marge de manœuvre. Il y a plus de, parce que le grand problème, il n'y a plus de marge de manœuvre. Disons-le, le Fonds monétaire international, il a plié bagage. En Tunisie, on dirait le Fonds monétaire international a plié bagage en avril pratiquement 2020, n'est-ce pas? Et ne devrait revenir qu'au prix d'engagement ferme du gouvernement tunisien sur les réformes drastiques qui ne devraient pas être faciles à être adoptées vu les partis politiques, vu la population et vu beaucoup de populisme. Nous faisons partie du Fonds monétaire international depuis 1958, c'est pas nouveau. Nous obéissons pratiquement à l'article 4, y compris les États-Unis ou la France. Tout le monde fait l'article 4, mais quand on est dans un programme, parce qu'on est vraiment, on a un plan de sauvetage, on n'a pas d'autre choix pour cela. Ce que je dirais, pour le moment, on doit faire face au plus urgent. Voilà ce que je veux terminer un peu sur ça. Il y a 4 impératifs essentiels qu'on doit regarder. Un, c'est que la Tunisie, comme tous les pays du monde, qu'on le veuille ou pas, est appelée à faire face à une situation super exceptionnelle pour faire face, qui est essentiellement une crise sanitaire, humanitaire, 1 sanitaire, 2 humanitaire, 3 social et 4 économique. Et je fais cet ordre-là, n'est-ce pas? Il y a bien sûr des interactions, etc., mais le plus urgent, c'est la santé, c'est le côté humain et social. Mais pour cela, il nous faut des ressources, qu'on le veuille ou pas. C'est ça ce qui est très à court terme. Avant, il n'y a ni vision, etc., c'est ce que je pense. Donc, il faut trouver des solutions exceptionnelles à des circonstances exceptionnelles. 2, la Tunisie, il est impératif qu'on préserve notre capital humain et social. Il y a la santé des citoyens, qu'on le veuille ou pas, tout le monde en a peur aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne parle pas de détails où les médicaments n'existent pas, etc. Il y a la citation pour nous protéger de cette Covid, avec tout ce qui est aggravation, 2e, ou 3e ou 4e voie. Il y a la préservation de l'équilibre économique des familles et des travailleurs. Les revenus ont été perdus. Vous avez cité, Cécile, les entreprises, les petites, etc. C'est ça
où il faut essentiellement les soutenir, parce que ce sont ces entreprises-là, ces familles-là qui sont les plus vulnérables. Donc ça, c'est un deuxième impératif. Il y en a, à mon sens, encore deux autres impératifs. Il est impératif aussi de préserver le tissu économique des entreprises, et petites, moyennes, et aussi grandes s'il y en a, mais essentiellement les petites et les moyennes, et qui produisent des richesses, et qui seront appelées à reprendre leurs activités, si on va faire la relance ou autre, et employer des gens, et payer les impôts, et créer la croissance. Et troisièmement, pendant cette grande crise, comme en temps de guerre, nous sommes en temps de guerre, l'impératif, n'est-ce pas, et je ne sais pas, c'est vraiment communiquer d'une manière claire, et il nous faut une solidarité, n'est-ce pas? Nous sommes en économie de guerre et sous les feux de l'ennemi. L'ennemi, c'est la Covid. Et on ne parle pas, je m'excuse, de relance. Et on doit se concentrer sur la victoire, c'est-à-dire la victoire sur la Covid, en fin de compte, pour sauver tout ce qui est côté santé, tout ce qui est côté humain, et le social, etc., ça viendra. Quand on parle du plan de 2,5 milliards de dinars qu'on a annoncé au mois de mars, ça représente à peine rien du tout par rapport, n'est-ce pas, au PIB, mais par rapport à d'autres pays. Par rapport à d'autres pays qui a fait. Je ne vais pas comparer ça, n'est-ce pas, à ce qui a été fait en Europe. Même pour des pays émergents, ça représente 5% du PIB. C'est-à-dire que les plans de relance qu'ils avaient fait pour lutter contre le Covid, dans les pays émergents, c'est de 5%. Dans des pays, les États-Unis, etc., même Trump est en train de bloquer quelque chose, ils ont fait 3 000 milliards de dollars plus 6 000 milliards de dollars au niveau des politiques budgétaires et politiques monétaires pour ceci. Donc, en Tunisie, plus que cela, Sislim, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez dit, où va l'argent? Les 2,5 milliards de dollars qui ont été donnés, en plus de 18, n'est-ce pas, ce compte-là, ont été... Donc, tout ceci m'amène à dire qu'il faut résoudre essentiellement, s'occuper de la santé, s'occuper de l'humain, s'occuper du social et de l'économique en même temps. Je reviendrai après pour voir quelles sont les mesures de stabilisation qui sont nécessaires à adopter, puisque la loi de finances, pour terminer sur cela, la loi de finances que je connais, elle a dégagé uniquement un déficit de 11 milliards de dinars pour 2020, mais la loi de finances rectificative ou tout ce qui va, il y a des estimations à peu près de plus de double. On aurait besoin de plus de 23 milliards de dinars pour cela. Et comment va-t-on financer cela? C'est ça la question importante qu'on aimerait discuter aussi après. Voilà. Merci beaucoup, Esdine. Je souscris à vos analyses, Sislim ou Esdine. Nous avons deux impératifs aujourd'hui pour résumer. Nous sommes dans la deuxième vague de la pandémie. Et tout au début, mais c'est pas fini. Le pic, d'après des amis très haut placés, médecins, c'est d'ici 3-4 semaines, le pic. Avec une croissance exponentielle que vous connaissez tous les deux, puisqu'on parle maths, nous allons vers la catastrophe. La mesure actuelle de couvre-feu ne résout rien du tout parce qu'en fait, le soir, le Tunisien, il est chez lui. Même le célibataire, il est chez lui. Et de toute façon, donc, l'objectif premier, c'est la sauvegarde de la santé publique de l'individu, du citoyen tunisien.
Donc, j'estime pour ma part que le couvre-feu ne va rien résoudre. Nous avons réussi le premier confinement. Malheureusement, pour des raisons politiques, on ne va pas tirer sur le pianiste, surtout quand il est parti. Nous avons raté le déconfinement interne pour chercher quelques touristes. On a eu finalement 60 ou 70 000. Alors que le secteur, si Slim Tlek, il est bien placé pour le savoir, il va en parler certainement, je suis sûr. Il ne peut pas rater ça. Hein? Il est sinistré, déjà depuis le 14 janvier, entre parenthèses. Bon. Un petit rebond, mais bon. Une hirondelle ne fait pas le printemps. De toute façon, c'est la catastrophe. Le deuxième objectif, et je dis bien le deuxième, mais pas en même temps. Le deuxième objectif, c'est la préservation du tissu productif, du système économique. On va limiter les dégâts. On va s'arranger on va limiter les dégâts. Donc, il faut qu'il y ait des mesures drastiques, sans passe-droit, pour 3 ou 4 semaines, si c'est pas plus. On va mettre 2020 entre parenthèses pour l'enjamber et passer à 2021. Comment? Esdine l'a dit tout à l'heure, il faut des ressources, mais il faut surtout de la volonté solidaire. Il faut que tout le monde participe, y compris ceux qui aujourd'hui sont dans le besoin. Il y a des entreprises qui sont dans la gadoue, elles n'ont aucune possibilité d'émergence et on se demande quelles sont les perspectives. Cicely? Alors, merci Sitar ou Siazdine. Je vais rebondir sur une question importante, à mon avis, elle est essentielle et pour laquelle je pense qu'on n'a pas une réflexion approfondie. Et je vais mettre les pieds dans le plat un tout petit peu plus tard et vous allez voir comment. Évidemment, c'est insuffisant. Les moyens sont insuffisants. Siazdine dit lui-même, nous avons un État appauvri aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup de ressources. Mais dans les cas d'urgence, Siazdine, il y a en médecine une spécialité qui est celle de la médecine de catastrophe. C'est une formation spéciale qu'on donne notamment à des réanimateurs. Quand on arrive sur une scène de catastrophe, alors là, il y a un immeuble qui s'est effondré, un grand incendie, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas sauver tout le monde, on fait le tri. Parce qu'on n'a pas des moyens infinis. Ceux qui ne sont pas capables de survivre, on leur donne zorriqa morphine pour qu'ils ne souffrent pas et on les laisse partir tranquillement. Et là, je veux aborder la question du ciblage. Est-ce qu'on va sauver tout le monde? On n'en a pas les moyens. Et alors, comment faire? Et je voudrais, pour être un peu plus concret, prendre le cas du tourisme et on peut généraliser ce cas-là à tous les secteurs.
Et d'ailleurs, quand on regarde bien les plans de relance faits par les Européens, il y a derrière beaucoup de ciblage et le sauvetage de l'économie est en même temps un processus de préparation de l'avenir. Secteur du tourisme, c'est tard. Je résume. On a à fin août 75% de baisse des revenus en devises. Il y a aussi aujourd'hui 80% de moins de nuitées et à peu près aussi 75% de moins de rentrées de touristes. Pour ainsi dire. Alors, juste pour tout ce qui est recettes en devises, le secteur du tourisme couvre à peu près 25% du déficit de la balance commerciale. Aujourd'hui, de mon temps, en 2010, le secteur du tourisme couvrait 50% du déficit de la balance commerciale. Ben, on va avoir une année blanche. C'est une quasi maintenant certitude. Et je voudrais la question essentielle, quand on parle du secteur du tourisme aujourd'hui, évidemment, on parle souvent des hôtels. Il n'y a pas que cela. Il y a les agences de voyage, il y a les restaurants, il y a le transport aérien tunisaire souffre le martyre. Ils font le mois d'octobre. Tunisair va faire 50 voyages le mois d'octobre. Il le faisait quasiment en une journée lors des saisons hautes. Ils font 30 à 40 rotations par jour. C'est vous dire la situation. Restaurants, cafés, discothèques, l'artisanat. On oublie également l'impact sur les cliniques, le tourisme médical. Il n'y a plus de malades aujourd'hui qui vont dans les cliniques, qui représentent à peu près 30% du chiffre d'affaires des cliniques aujourd'hui, et j'en passe. J'en passe, mais je voudrais quand même souligner un point. On oublie souvent الزواولة اللي عايشين من السياحة والزواولة أنا تعرف تكونوا سي طاهر. Ce sont les vendeurs ambulants sur les plages qui يبيعوا les babioles dans les souks qui vivent هذوك مستقاتوا من هذاك. وانا عمري ما ننسى, je n'oublierai jamais, j'étais à Tozeur en 2015 après les attentats de 2015 et j'ai rencontré des caléchiers عرفت الكروته, et j'ai rencontré des gens qui me disaient on vit en ce moment un dilemme entre nourrir nos enfants et nourrir nos bêtes اللي هما راس مالنا. هذوكم الكل ما impacté اليوم ما تنساهمش, مش الوتاجيه كهوا ou les agences de on oublie tous ces gens-là, ces petits gens-là اللي نحكي لك les micro-entreprises, ce sont les plus impactés et on les a oubliés, il n'y a aucune mesure qui les cible. Ben, sans oublier que les Algériens ne sont pas venus, les Algériens qui يجيو يكريو الديار, الناس تستخدمك الكروات, يمشي وقت يجيو مروح يشريوا des fournitures scolaires et de l'habillement, etc. D'où lève كامل وراء السياحة, c'est pas uniquement les hôtels ou les agences de voyage. Alors, et globalement, encore une fois, احنا نقول السياحه سي entre 8 فما une étude عملت يقولوا السياحه سي 14% du PIB, c'est 8 ou 14, ça dépend si on prend tous les indirects. لكن il faut savoir encore une fois, ces moyennes sont trompeuses. اليوم une région comme Djerba, 60% de son PIB, de son activité, 60% de l'activité économique provient du tourisme في Djerba.
Aujourd'hui, avec une année blanche, vous vous rendez compte que dans certaines régions, les baisses sont beaucoup plus importantes que ce que nous disons aujourd'hui en termes de perte de PIB. Et voilà, donc هذه الوضعية نتاع السياحة. لكن الإشكال باش نرجع له تو. Le secteur du tourisme, pour être honnête, connaît depuis de longues années une grave crise. Il n'a pas su faire sa transformation. Nous sommes sur un modèle qui est devenu totalement caduque et dépassé, basé essentiellement sur le balnéaire, un monoproduit, balnéaire, hôtellerie. Ça se résume en cela. Et beaucoup d'entreprises étaient en difficulté bien avant le Covid. Question, vous allez sauver tout le monde? Ceux qui étaient au bord de la faillite avant le Covid, on va injecter de l'argent pour les faire vivre encore quelques mois ou quelques années artificiellement, alors qu'on n'a pas les moyens pour tout le monde? Voilà une question. Je crois que je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que c'est ça la vraie question, c'est le ciblage aujourd'hui. Comment peut-on être efficace aujourd'hui? Est-ce qu'on va sauver toutes les entreprises? Et je reviens aux Européens. Deux exemples. Les Européens, cette pandémie a fait chuter l'un des secteurs. Il y a deux secteurs qui ont chuté de manière importante. Évidemment, le tourisme, le transport aérien. Au Qita Sayarat, l'automobile a beaucoup baissé. Je vais au cas où on va aider, évidemment, ces entreprises. Air France, qui est Air France KLM, il y a eu l'injection de 11 milliards d'euros d'aide, mais sous condition. Le secteur de l'automobile, pour relancer les ventes. Il deux conditions. Et vous allez voir, il y a derrière une vision. Et on veut derrière cette aide préparer l'avenir. Les deux conditions sont les suivantes. Alors, on va aider les familles à faible revenu. Et donc là, il y a une vision. Essayer d'aider les familles à faible revenu pour acquérir des véhicules et des voitures. Et deuxièmement, alors on va donner une prime à ceux-là et on va donner une surprime pour ceux qui vont acquérir des voitures électriques. Encore une fois. Donc on relance le secteur de l'automobile, mais pas celui qu'on a connu 20 ans le télé. Diesel, Mabrouk Alik, tu n'es pas éligible à l'aide de l'État. C'est ça la vision, c'est Azzedine dont vous avez très justement parlé. Et donc, cibler, à mon avis, c'est là où on va être efficace, surtout que les ressources ne sont pas infinies. Et là, si vous voulez, Schumpeter, juste, je vais citer Schumpeter qui a parlé de la destruction créatrice à Kawalé. Il faut que des entreprises meurent pour que d'autres émergent et que d'autres survivent. Yani, croire qu'on va sauver tout le monde, c'est illusoire et ça sera inefficace et probablement qu'on va dépenser de l'argent, à des gens qui ne nécessitent pas d'aide, qui ont les moyens, et deux, peut-être à des entreprises qui n'ont pas d'avenir. Et la question, en fait, difficile, qui va faire le tri? Et c'est pour cela que, pour l'essentiel, à mon avis, dans cette aide, il va falloir s'occuper de manière assez directe du social. Parce que, en fait, l'impact,
c'est aujourd'hui comment sauver les entreprises et comment aider les gens qui vont perdre leur emploi. Et en conclusion à cette partie, قلت انت بديت طاهر Oui, oui, oui. نوتي في بدايه كلمتك قلت on est au creux de la vague. Et probablement quand on est au creux de la vague, c'est là où on surfe le mieux. انت ريت شكل les surfeurs ديما تحت الكرو de la vague يبدا يمشي صحيح ولا مش فوق il est au creux de la vague et c'est là où il surfe et il prend son élan. Et donc peut-être que c'est aujourd'hui on observe un monde qui est en train de changer, mais on bouge pas beaucoup. Je trouve qu'on est comme si on était tétanisé. Mais je crois que cette crise peut être un catalyseur pour réinventer un nouveau modèle de développement, que ce soit dans le tourisme ou à la autre. Et donc, c'est l'occasion de commencer en faisant du sauvetage à bâtir cette nouvelle Tunisie. Maintenant, si tu veux, moi j'ai 4 propositions. Est-ce que je les dis maintenant ou à la choix? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Okay, voilà. J'ai quelques commentaires à faire. D'ailleurs, aussi bien pour Cécile que pour ce CSD. Juste une remarque à propos des surfeurs. Mes enfants pourraient en parler mieux que moi parce que moi je fais de la voile, je fais pas de surf, je n'ai plus l'âge. Les surfeurs, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils prennent le creux de la vague. Voilà. Et ils s'arrangent pour que le creux de la vague forme le pic. Les ramène, voilà. Voilà. Donc ici, il s'agit de profiter d'opportunités, de créer des opportunités. Comment on va créer des opportunités dans un pays comme la Tunisie qui vit depuis 10 ans à une demi-heure près une transition politique et sociale très improbable, économique tout aussi improbable, où tout le monde s'est arrangé et s'arroger le droit de donner son avis sur la modélisation, sur les mécanismes économiques, etc., alors qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il suffit de voir les débats économiques à la télévision. Donc, pour avoir les opportunités, à mon avis, il faut avoir les compétences et il faut avoir les moyens, c'est-à-dire jouer les compétences, c'est-à-dire les ressources humaines et les ressources matérielles. Mais au-delà, c'est au-delà ou en dehors des paradigmes et des chemins tortueux, obsolètes des années 70, 80 et même 90. Il y a des petits pays en Afrique aujourd'hui qui sont en train de faire, en pleine crise sanitaire, des taux de croissance positifs. Bien sûr, vous allez me dire qu'ils ont de l'uranium et je ne sais pas quoi, etc. Mais nous avons du phosphate, et nous avons du pétrole, et nous avons du gaz, et nous avons des hommes et des femmes. Nous les avons. Je vais me calmer. Oui.
Si vous permettez, le deuxième élément est important. Deuxième élément qui est très important, et j'en profite avec Asdim, de voir un peu avec Slim. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en période de crise, surtout maintenant, qu'il y a certains mécanismes économiques qui ne fonctionnent plus? Parce qu'il y a une déviance sociale de plus en plus importante qui est en train de nous dévier vers le gouffre. Est-ce que les mécanismes pourraient s'inverser? Est-ce que le jeu des mécanismes va s'inverser? Si un jour, par accident, la déviance sociale disparaît. C'est à vous de voir. J'ai dit mon merci, merci Cécile Moussitar. Vraiment, c'est, je répète ce que j'ai dit au départ. Vraiment, c'est très passionnant ce qu'on est en train de discuter, mais le temps qui nous est réservé est vraiment trop limité, inversement proportionnel au thème, c'est ce que j'avais dit. Moi, ce que je dirais un peu, en adhérant à ce que Sislim avait présenté sur le secteur touristique, en disant qu'il nous faut un nouveau modèle. Pour toute la Tunisie, il nous faut un nouveau modèle. Toute la Tunisie. Donc, vraiment, donc ça, c'est une première, si vous voulez, remarque ou complément. Je dirais. Le grand problème, moi, ce que je vois en Tunisie, c'est un problème de gouvernance. Je m'explique d'une manière très simple. Si on prend des secteurs que tous nous connaissons, on prend le secteur de l'éducation, on prend le secteur de la santé, c'est le secteur social. Si on prend même au niveau du budget, d'une manière générale, mettons tout ce qui est intérieur et défense à part, ce sont les postes les plus budgétivores. N'est-ce pas? Mais les résultats qu'on a sont des résultats très médiocres par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, dans plusieurs institutions, et même vous parlez des entreprises qu'il faut sauver, dans plusieurs institutions, parfois ce n'est pas le problème de liquidité qui existe, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème comment, ce qu'on appelle institutional economics, comment changer les comportements. Et ça, c'est tout, disons, un domaine vraiment très important. Je prends un exemple. Sislim, vous parlez du ciblage. Vous savez peut-être mieux que moi que depuis plus que 10 ans, au niveau des familles nécessiteuses, les plus vulnérables, il y a cette identifiant unique qu'on doit faire au niveau des affaires sociales. Je ne sais pas, personne ne me dit si ça fonctionne ou pas. L'année dernière, on a dit oui, on a fait. D'ailleurs, si ça fonctionnait, pourquoi on a vu des tas de gens avec la Covid, etc., en train d'attendre devant les postes ou les banques, etc., pour avoir les 200 dinars, avec tous les problèmes de gouvernance, ceux qui méritent n'ont pas eu, ceux qui ne méritaient pas, ils ont soustrait de l'argent. Il y a un grand problème de gouvernance. Oui, oui. Parfois, même pour les entreprises. Il faut les sauver, je suis tout à fait d'accord. Tout ce qui est start-up, tout ce qui est petite, moyenne entreprise, qui sont essentiellement, et quand décèdent, qu'elles sont compétitives. N'est-ce pas? Qu'elles sont compétitives, et c'est ça le socle. Parfois, n'est-ce pas? Si vous venez une entreprise comme, je dirais, compétitive ou pas, même pour une PME, etc., s'il a des clients, les liquidités vont venir après. Il va chercher un peu de l'argent. Il ne va pas chercher ceux qu'il faut éliminer en quelque sorte, ou le système éliminer, ceux qui cherchent de liquidité sans pour autant qu'ils ont ni marché ni rien du tout, même au niveau intérieur. Donc ça, c'est une remarque. Deuxième remarque, je ne parle pas de solution, je laisserai Sislim à la fin parler de solution et on en parlera. Il y a plusieurs thèmes en Tunisie qu'il faut prioriser. Par exemple,
Quel est le rôle du secteur privé en Tunisie? Quel est son rôle? Est-ce qu'il y a des gens qui diabolisent le secteur privé et d'autres qui l'angélisent? On ne sait pas quelle est notre vision. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que nous sommes la Corée du Nord pour mettre les pieds dans le plat? Ou est-ce que la source de croissance, c'est le secteur privé qui est formel, qui est transparent, qui est etc. Je ne parle pas d'informel, c'est un autre problème. Tout ce qui est débat sur la répartition de richesses, ça, c'est un débat qui doit avoir lieu. Tout ce qui est débat sur la justice sociale, la justice fiscale, c'est un débat qui doit avoir lieu. Tout ce qui est débat sur le rôle de l'innovation, de la création, de l'effort d'accumulation de richesses, tout ceci doit avoir lieu. Tout ce qui est débat sur les recherches des rentes, les positions dominantes, des privilèges, d'évasion fiscale, de corruption, tous ces débats peuvent avoir lieu. Le grand problème, il est très difficile de vouloir résoudre tous ces problèmes, y compris le problème de l'emploi, pendant une crise aussi sévère que traverse le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que pendant ces 10 ans, ou même avant, et je parlerai même avant la révolution de 14 janvier, n'est-ce pas? Même avant, on avait des problèmes. Parce que nous étions, je vous donne un exemple, nous étions un pays à revenu intermédiaire de ce que j'appelle de premier rang. Avec la Banque mondiale en 2005, on a été déclassé. On est devenu en 2015, je m'excuse, 2015, je dis bien, un pays à revenu intermédiaire de faible revenu. Le revenu par habitant s'est dégringolé en Tunisie. Et on le sent. Donc, il y a un grand problème. Pourquoi? C'est-à-dire, au-delà de tout ce qui se passe, révolution ou pas, on est dans un problème de ce que j'appelle d'une trappe des pays à revenus intermédiaires. Comment, en quelque sorte, faire un saut, ce que j'appelle leapfrog, c'est un saut de grenouille, même s'il n'y avait pas, mettons, entre parenthèses, les 10 années, etc., même si on était en 2007-2008, il faudrait, c'est ça ce que j'appelle le nouveau modèle, il nous faut un nouveau saut. Qu'il s'agisse maintenant de transformer l'économie en utilisant tout ce qui est digital, tout ce qui est numérisation, etc. Dans certains pays africains, ils sont plus avancés que nous. Et ça, je peux le démontrer. Et ça existe sur Google. Allez au Kenya, allez au Rwanda, allez aux îles Maurice, tout se fait en digital qui diminue la corruption d'une manière extraordinaire. Même le petit paysan, etc. Donc, ce qui existe en Tunisie, c'est que le trickle-down effect, c'est-à-dire que l'effet d'impact sur le peuple, on ne le sent pas. Tout le monde en vit dans une situation, je dirais, d'amalgame. Tout le monde, vous parlez, dit « Ah, mon fils, je veux qu'il va à l'enseignement privé. » On ne croit plus au public. Alors qu'il y a de l'argent public, mais en même temps, on critique. On ne sait pas ce qu'on veut. Il faut, c'est pas dans cette vision-là, dans son nouveau modèle, il faut être clair. Les hôpitaux, c'est la même chose. Quelqu'un qui va à l'hôpital, on dirait qu'il est terminé. Donc, tout le monde cherche à quelque... Donc, il faut, pour moi, il faut que la même chose qui se fait au niveau de la rentabilité sociale, de la rentabilité financière, doit être et existe dans le secteur public exactement comme celle du secteur privé. Pourquoi ceci fonctionne et l'autre ne fonctionne pas? Mais ça fonctionne parce que ça fonctionne parce que on paye, on fait. Dans l'autre, il y a on paye, mais on paye en corruption. Donc, il y a des grands problèmes sur lesquels il faut vraiment essentiellement réagir. Autre chose, il faut, je suis tout à fait d'accord, Sislim ou Sitar, un problème de fond dont on ne parle pas, c'est vraiment comment simplifier et moderniser l'administration tunisienne. Moi, j'aime comprendre. Je n'aime pas parler de petits problèmes qui me sont arrivés à plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas? Même pour avoir un extrait de naissance, etc. C'est la Tunisie de l'année 2021. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? On dit c'est en ligne, c'est pas en ligne, etc. Alors des pays africains moins avancés, ils sont maintenant plus avancés que nous, n'est-ce pas? Où les choses se font d'une manière digitale. Les citoyens ont besoin de sentir que les services, ils s'en foutent de la politique. Ils vous disent,
améliorez-moi mes services. Quand je vois, par exemple, des médicaments contre la grippe, n'est-ce pas, les vaccins contre la grippe, qui ont disparu en un jour et on a découvert qu'il y a des infirmiers ou je n'en sais rien dans un certain coin qui a pris le tout. C'est pas normal. C'est ça ce que je... Et l'État est là pour faire ça. Si on a un État, c'est pour faire ça. Nous, on va être gens dit, voici ce qu'on peut vous dire si vous avez un plan, etc. Vous savez, c'est Slim et c'est tard. Quand on travaille sur des pays, c'est un peu comme, on dirait, une banque qui travaille avec des clients. La meilleure chose dit, donnez-nous votre business plan. Le business plan de la Tunisie, j'ai travaillé sur 180 millions d'euros qui ont été octroyés à la Tunisie. Ça a été adopté par l'ARP il y a à peine un mois. Sur ce qu'on appelle le Paris, le plan d'appui au renforcement de l'inclusion sociale et de l'emploi. Voici Paris. Cet argent, quand j'étais parti d'une équipe, heureusement, quand il s'agit de la Tunisie, je me mets derrière. N'est-ce pas? Je fais partie de mais parce qu'il y a un côté, si vous voulez, de passion pour son pays. N'est-ce pas? Il y a de la patience tout à fait normale. C'est comme un médecin qui a son fils ou autre pour faire la chirurgie, c'est mieux d'avoir un autre. Donc, je me mets un peu de ce qu'on critiquait, c'est que l'argent qu'on donne, il s'évapore dans les salaires, il s'évapore je ne sais où. Le grand problème en Tunisie, c'est qu'on dit, oui, il faut les finances publiques qui aillent à l'investissement, n'est-ce pas? Qui aillent à l'investissement. Mais rien ne va à l'investissement. Parce qu'on a des urgences. Il y a de l'argent qui rentre immédiatement, vous connaissez, il y a les salaires, il y a les subventions, l'énergie, etc. Un peu de transfert et on paye la dette et c'est tout. Et il ne reste rien. Donc, le problème, pour moi, le plus urgent, c'est qu'il y a tellement de débats, plus la Covid et 1 ou 2, n'est-ce pas, 19.1 ou 19.2 maintenant, qui est en train d'exacerber ces problèmes-là, il nous faut prendre conscience. Cicely, vous avez parlé de médecine de catastrophe. En économie, quand il y a des médecines de catastrophe, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire, on a deux choses. Le très court terme, on a besoin de ressources. Très court terme, c'est-à-dire maintenant, d'ici la fin de l'année. C'est ça le court terme pour moi en Tunisie. D'ici le mois de juin prochain. Puisque même les fonctionnaires, est-ce qu'ils vont payer ou ne vont pas nous payer? On est arrivé à une situation anormale. Le salaire, en principe, ça doit faire. Donc, les gens, n'est-ce pas? Si on veut faire quelque chose, c'est que on est obligé de nous-mêmes proposer et savoir discuter. Et je parle en connaissance de cause et d'expérience sur plusieurs pays. Similaire à la Tunisie et mieux que la Tunisie et moins que la Tunisie. C'est que si je vois, par exemple, et vous pouvez voir sur Google, allez au dernier accord avec le FMI qui a été discuté en juin 2020 et d'où on a pris 745 millions de dollars suite à la du FMI. Vous savez que le Ghana, ils ont eu 1 milliard de dollars. Le Maroc, il en a eu beaucoup plus. Parce que il faut des décideurs. En Tunisie, on ne sait pas qui décide. C'est ça le grand problème. Il faut des décideurs fermes, techniques. Il y a des problèmes techniques. On explique aux gens, voici ce qu'il y a. On leur donne, voici, c'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça les décideurs, ce qu'ils doivent faire. On leur explique exactement la situation de ce qui existe et on essaye plus ou moins, n'est-ce pas, d'être accompagné. Le Fonds monétaire est là pour des catastrophes. Un pays va au Fonds monétaire et si on ne fait pas un accord avec le Fonds monétaire, les sources de la Banque mondiale, de la BAD, de tout, y compris la Banque islamique de développement, tout est fermé. Parce que pour même faire passer un dossier à la Banque mondiale, à la Banque de la Tunisie, on dit donnez-nous l'accord avec le fonds. Donnez-nous la lettre et on fait ça en annexe quand on présente au conseil d'administration. Qui sont les bailleurs de fonds? Les bailleurs de fonds sont les pays développés. Les autres, tous en quémande. Donc, même à la BAD, à la Banque africaine de développement, je sais, les banques africaines de développement, ceux qui commandent, ce sont les non-régionaux. C'est l'Amérique, c'est le Japon, c'est etc. Donc,
S'ils nous accompagnent, il faut présenter ce qu'on a. Si vous allez à Google, j'ai dit au niveau du programme du fonds 745, à mon sens, on a fait une erreur. Premièrement, dès que le gouvernement précédent est venu, ils ont dit non, on ne va pas prendre la dernière tranche, on va prendre uniquement le 745. Pourquoi? On aurait dû continuer ce qu'il y a pour voir ce qu'il en est. Et la contradiction, elle est où pour l'argent? La contradiction, c'est que dans la demande des 745 millions de dollars, il y a dans l'annexe, vous pouvez le voir dans Google, rien n'est dans Google, il y a une lettre qui est signée par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, par le ministre des Finances précédent, n'est-ce pas, et par le chef du gouvernement précédent de 2020, où ils ont dit on va faire un nouveau programme. Et dans ce nouveau programme, il y a la stabilisation macroéconomique, il y a des réformes. C'est les Tunisiens qui demandent. Et on ne sait pas expliquer. On va laisser. Regardez, moi, je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni conservateur. Moi, je suis un pragmatique. La catastrophe, c'est qu'on n'a pas d'autres sources pour l'instant, pour 2020, que d'aller au fond. Bien sûr, on va lutter contre l'informel, la corruption, etc. Ça va prendre un peu de temps. Même le problème de l'emploi, c'est un problème à moyen et long terme. On ne va pas faire du rafistolage comme ça a été fait en 2000, je ne sais quoi, 13 ou 14, où on a pris des gens comme ça et la masse salariale est devenue comme ça. Bien sûr que les hauts cadres de la nation sont payés des peanuts, comme on dit, des cacahuètes, comparé aux gens des services publics qui existent au Maroc, par exemple, et même qui existent au Rwanda. Donc, il y a un grand problème en Tunisie. On essaye, en quelque sorte, de boucher un peu de trous. Il est temps, avec cette crise-là, qui a dit le creux de la vague, pour monter cette creux de la vague, on a dit, est-ce que cette crise-là, on va la voir en V, n'est-ce pas, le V, c'est-à-dire vous êtes au creux de la vague, vous allez surmonter? Je ne pense pas. C'est le creux de la vague ici, on est en train de baisser, les chiffres de croissance, on en avait parlé, du PIB, on est en train de baisser, et le mieux qu'on pourrait être faire, c'est d'avoir une certaine stabilisation pour avoir le creux de la vague, pour avoir une lettre en L majuscule, comme ça, on stabilise. Et puis, c'est L-là qui se prolonge pour le transformer en U. C'est comme ça. Mais on ne pourrait pas remonter la vague comme ça. Ça dépend de nous. Quand je dis ça dépend de nous, comment faire en même temps, Slim, vous avez parlé en disant, oui, en même temps, on prépare l'avenir. Regardez, moi, je parie pour la Tunisie que depuis 2011, depuis la Révolution, jusqu'à maintenant, on aurait pu avoir des taux de croissance de 2% minimum. Parce que le taux de croissance potentiel de la Tunisie est de 5%. Les 2% pourront venir de quoi? Du côté de l'offre, c'est-à-dire on ne va pas faire beaucoup de philosophie. Mais c'est l'État, ça. Les phosphates. Hein? Les phosphates, pendant un bout de temps, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes en train de tirer, comme on dit, des balles dans le pied. Le gouvernement de Feu Beji Caïd Sebsi a dit oui, c'est une zone militaire. Pourquoi les phosphates fonctionnent au Maroc? Personne ne touche à cela. Nous étions 5e producteur du monde. C'est une honte. Mais c'est pas nous, ce sont les décideurs. On a dit c'est une zone armée, les phosphates, vous n'avez que donner et exporter. On a perdu nos clients, on a perdu tout. Et dans les plateaux, comme ça a été dit, oui, ça a dégringolé. Ça, c'est ce que j'appelle une production qui est là. Et donc, il ne faut pas ça. Ça, on est en train de vraiment tuer les Tunisiens d'une manière générale. Deuxièmement, il y a le côté de terrorisme et de stabilité politique. C'est ça qui a affecté le tourisme, qu'on ne le veuille pas, plus la Covid. S'il n'y avait pas de Covid, je pense que le tourisme, il n'y avait pas de Covid, avec une certaine stabilité, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi l'État. On est en train de donner de l'argent pour la défense, pour la sécurité, etc. Donc, vous avez deux secteurs maintenant avec le Covid, etc. Mais le secteur des phosphates, je ne sais pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner, au moins qu'il nous donne 1% de pourcentage. Mais malheureusement, n'est-ce pas, quand on va stabiliser, je ne vais pas parler des actions de court terme sur le déficit budgétaire et le déficit courant, et tout ce qui est structurel. Je veux essentiellement dire que voici un plan, il nous faut une vision à très court terme, puis une vision à 5 ans, et faire l'évaluation de ce qu'on avait fait.
qu'est-ce qu'on veut faire de cette Tunisie? Quels sont les secteurs porteurs? Quels sont les nouveaux modèles? Et est-ce qu'on est pour le privé ou contre le privé? J'aimerais avoir une réponse, je ne sais pas. Pour les entreprises publiques, qu'est-ce que c'est ces discussions-là? On peut avoir un peu d'argent à court terme. Je ne vais pas parler du taille, tout le monde le connaît, des entreprises concurrentielles. Donc, tout le problème, c'est qu'il y a des actions super urgentes, et puis il y a, on en parlera après, les actions moyen terme pour moi qui commencent à partir de 2022, franchement. Voilà, j'espère que c'est... Merci. Cécile. Je pense qu'on est là réellement sur la fin du webinaire. Et donc, je voudrais... On a 20 minutes. On a perdu 20 minutes. Hey, je voudrais proposer globalement, sans entrer dans le détail, parce que je ne suis pas à la place du gouvernement ou du chef du gouvernement, mais il y a 5 grands axes ou grandes orientations pour sortir de la crise. Le premier point, c'est, à mon avis, sauvegarder les entreprises et les emplois ne servira à rien si on ne maîtrise pas la pandémie et si on ne protège pas les citoyens. Et donc, ça restera quand même sur les prochains mois une préoccupation, à mon avis, qui est importante. On ne sauvegarde des entreprises et on oublie cette pandémie et la protection des citoyens. Deuxièmement, il ne faut pas arrêter l'appui aux entreprises et aux travailleurs qui vont perdre leur emploi. Je crois que c'est aussi une priorité parce que le jour où il va y avoir une relance, ce fameux on stabilise et après on va reprendre, le U d'ailleurs, c'est un faux U, c'est Azzedine, parce que la barre à droite du U peut incliner. Voilà. On ne va pas remonter avec en vertical. C'est plutôt penché. Ou ba'd marat, il peut y avoir un W. Bon. Et donc, je pense qu'il faut préserver, mais je dis ne pas arrêter l'appui, ou cette relance, mais avec le ciblage. Sinon, ça va être du gaspillage. Le troisième point, à mon avis, il est important et fondamental. Dans cette période-là, il faut identifier les vulnérabilités. Et les plus vulnérables d'entre nous, par la lutte contre la pauvreté qui s'est élargie et les inégalités qui se sont élargies. On ne sait pas identifier de manière précise qui sont les plus vulnérables, les pauvres, ceux qui méritent aujourd'hui notre appui. Il a absolument raison et je suis d'accord avec lui. Et puis, quand je dis lutter contre les inégalités, moi je crois qu'il y a 2 secteurs importants sur lesquels l'État va revenir en force. L'État l'État va revenir en force partout dans le monde d'ailleurs, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation. Là, il faut continuer, à mon avis, à investir de manière importante. Le quatrième, à mon avis, la quatrième grande orientation, je pense, c'est d'adopter des politiques fiscales qui vont accompagner la relance. Allez, je dis ça parce que, alors, la relance et je dis bien la reconversion de l'emploi. On ne va pas retrouver le même type d'emploi. Il y a des emplois qui n'ont plus d'avenir. Et donc, il faut accompagner la reconversion de l'emploi. Et là, pourquoi je dis qu'il faut adopter des politiques fiscales intelligentes et flexibles pour notamment relancer l'investissement public, inciter à l'investissement privé. مش نحكيو على لو كليما
le climat des affaires في البلاد ou l'administration ولا تحكي عليهم بإطناب سي عز الدين, je suis absolument d'accord avec lui. Mais je voudrais dire aussi, hein, et là on prend du retard, il faut entamer de suite et maintenant les réformes structurantes sur les entreprises publiques, sur les caisses sociales, sur la caisse de compensation. هذا الكل نتحدثوا عليه عنا سنوات, nous n'avons rien fait. Et si le FMI a plié bagage وقال برا وساعة حتى نشوفكم شنو ناويين تعملوا, c'est à cause de cela. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut plus attendre pour le faire. Et je termine le troisième point sur ce quatrième axe, c'est préparer l'avenir. En même temps, adopter des politiques fiscales qui préparent l'avenir. Les nouvelles activités, la digitalisation ou le colostrum. Et le dernier point, j'en aurai terminé, parce que je pense que c'est important. Évidemment, tout ça nécessite des ressources. لكن نحب نفتح قوس, راهو ماش ديما on a besoin plus d'argent. Faisons l'évaluation des politiques publiques. Je mets dans la gouvernance. On dépense beaucoup d'argent inutilement. Faisons d'abord l'évaluation des politiques publiques dans la santé, dans l'éducation. Nous avons vu أكثر من 500 مليون دينار في العام dans les politiques actives de l'emploi. Quel est le résultat? Est-ce qu'on a fait une évaluation? Est-ce que les gens qui reçoivent de l'argent à la CVP ou Mater, où il y a des dizaines de mécanismes de soutien à l'emploi, est-ce qu'on a amélioré l'insertion des jeunes sur le marché du travail? Je n'en suis pas sûr. Faisons une évaluation des ressources, des politiques publiques avant de dire on a besoin de plus de ressources. Et en même temps, évidemment, il va y avoir une question, à mon avis, fondamentale et importante lors des prochaines années, c'est la gestion de la dette. Parce que tout ça, on va avoir besoin de ressources, ça a optimisé ce que nous avons par l'évaluation des politiques publiques, mais on a besoin de ressources quand même. Et là, la dette va encore, elle est explosive aujourd'hui, elle va encore davantage le devenir. Et donc, il faut une gestion très intelligente de la dette. Et je crois que l'une des propositions qu'avait faite mon ami Tawfiq Bakar depuis bien longtemps, qui a été adoptée par le PDL d'Abir Moussi, c'est de créer Tunisie Trésor. À mon avis, c'est une idée qui est importante. C'est une gestion dynamique de la dette du pays. Et c'est une agence qui va s'occuper ta dette, on la remplace, etc. C'est une gestion dynamique pour optimiser la gestion de notre dette qui va être un problème fondamental et important lors des prochaines années. Voilà. Merci. Nous avons des questions. Alors, la première question, ça serait le chômage existe bel et bien. Vous l'avez oui. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour l'éradiquer, pour le diminuer, etc., etc. Alors, SD, on va à Oui, d'une manière très rapidement, parce que très rapidement. Regardez, au niveau de tout ce qui est politique de l'emploi, pour le résoudre, il faut vraiment investir. Il faut investir, n'est-ce pas, surtout pour le secteur essentiellement privé, ou bien pour le public en faisant un peu tout ce qui est grands travaux, etc. Mais le grand problème en Tunisie, c'est que au niveau de l'emploi, pour les grands travaux, moi je suis en train de voir en conduisant des Africains qui sont en train de travailler pour nettoyer les rues, etc. Donc, grands travaux, etc. Et il faut investir dans le secteur privé, que ça soit clair pour eux au niveau des incitations fiscales, au niveau de la transparence fiscale, etc. Donc ça, c'est ce qui... Maintenant, ce que je dis, c'est que
en Tunisie, celui qui a une compétence, vraiment, il trouve de l'emploi. Je m'excuse. Moi, si je trouve maintenant un excellent mécanicien, je trouve un excellent électricien, tout le monde, on va le prendre. Il y a absolument. Donc, c'est la compétence, c'est la formation professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut entreprendre des réformes du système éducatif et du marché du travail pour assurer une meilleure qualité de l'enseignement et une meilleure adéquation entre le système productif et le système éducatif. Ça, c'est le moyen et le long terme, etc. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a énormément de compétences qui sont en train de quitter le pays. Je ne parle des informaticiens, des médecins, etc. Donc, il y a un grand problème. Je reviens un peu sur la question de Cécile en terminant. Quand il a dit qu'il faut faire moi j'appelle ça une revue des dépenses publiques. C'est ce qu'on fait en général. Une revue des dépenses publiques pour voir l'efficacité. Ce qu'on a fait comme institution, on a créé l'ANATI, Forsati, Karama, ou je n'en sais rien, est-ce que ça a donné des résultats? Moi, je suis en train de vous dire, ça n'a pas donné des résultats escomptés. Pour dire, la preuve est que le chômage, même s'il n'y a pas la Covid, n'est-ce pas, nous sommes dans ces 15%, etc. Donc, au niveau, donc, il y a à moyen terme, etc., l'adéquation, et en même temps, au niveau interne, il y a l'investissement, qu'on ne le veuille pas, et la croissance. Quand il y a un investissement et le démarche d'économie, bien sûr, tout fonctionne. Sinon, n'est-ce pas, nous avons des compétences qui vont. Je m'excuse, je vais mettre les pieds dans le plat ici, comme pour reprendre l'expression de Sislim que j'ai beaucoup apprécié. Quand je m'excuse, quand j'entends qu'il y a des diplômés qui n'ont pas travaillé pendant 10 ans, vous savez, l'amortissement au niveau du capital humain est pire que même l'amortissement du matériel. N'est-ce pas? Si pendant 10 ans, je n'ai rien fait et que je dis, je suis en chômage, j'appartiens à l'association du chômage, ça veut dire que vous êtes incompétent. Je m'excuse d'une manière générale. En 10 ans, et puis qu'est-ce qu'on fait? On va faire une réinsertion de ces gens-là. Non. Il faudrait peut-être plus donner une autre formation, revoir le modèle, n'est-ce pas? Leur offrir une autre opportunité. Mais la fonction publique est plus que saturée. Un redéploiement, etc., il y a des palliatifs à court terme. Mais il ne s'agit pas de faire les erreurs d'employer n'importe qui, comme on a fait de 2013-2020. Donc, c'est la croissance, c'est l'activation de l'investissement, c'est à moyen terme l'adéquation entre le système productif et le système éducatif en tenant compte de la formation professionnelle qu'il faut réhabiliter au sens très noble du terme. Excusez-moi d'être un peu long. Sislim. Je vais être très court. Il y a beaucoup de questions. Si on veut donner l'occasion. Parce qu'il y a une question qui est très importante, juste derrière. Bon, juste en 2 mots, Anna, je suis d'accord, je ne vais pas reprendre. En fait, l'emploi est la résultante de la croissance. S'il y a de la croissance, on crée de l'emploi. Et il faudrait qu'on ait de la croissance pour ce qui est de l'emploi, tiré par les investissements d'un côté, à mon avis, tiré par les exportations aussi. À la khata, nous avons un marché qui est limité. Si on veut faire de la croissance aujourd'hui à 5 ou 6 ou 7%, comme on en rêvait depuis très longtemps, c'est l'exportation est un des moteurs de la croissance et de la création d'emplois. Maintenant, il y a une question qui est importante, sous-jacente à ce que disait Syazdine et la question elle-même, quel type d'emploi aussi? Je ne crois pas beaucoup à les grands travaux qui vont créer de l'emploi. À la khatar, les grands travaux de l'emploi tachouanat. Or, nous avons une population qui demande des emplois qui ne sont pas tachouanat. بالعربي يقولوا مترس بمعنى عنده une maîtrise. يعني قاري 4 سنين بعد الباك مش بيشد لك الباله والبيوش باش يعمل ان بون وكياس والكل. Et donc, il y a une question sur la qualité de la croissance qui va créer une qualité particulière de l'emploi et c'est une grande réflexion, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Maintenant, le dernier point,
la question était comment peut-on faire pour éradiquer le chômage? Le chômage, on l'éradique jamais. Il y aura toujours. Comment on diminue 18% de taux de chômage? C'est énorme. Aujourd'hui, si on peut descendre en dessous de 10, on sera très heureux. Voilà. Oui, merci. La deuxième question, qui a été plutôt réinventer un nouveau modèle touristique. En deux mots, à celui qui a posé, je le remercie d'avoir posé cette question. En fait, quel est le constat? Le constat, c'est que nous sommes sur un monoproduit aujourd'hui qui s'appelle balnéaire hôtelier. Hébergement hôtelier et balnéaire. Ce modèle-là, que nous avons construit il y a une cinquantaine d'années, qui était valable et qui nous a permis de faire des croissances à deux chiffres dans le secteur, aujourd'hui est caduc, obsolète, à l'aise. C'est d'abord le Barcha Massaoui. Et pour l'essentiel, on travaille sur ce créneau-là 4 mois par an, 5 mois par an au maximum. Donc c'est une activité très saisonnière. لكن الأهم من هذا هو أن la demande mondiale du tourisme, le client a changé. Ce n'est plus le même client اللي عرفناه il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Le client a changé, ce mode de consommation a changé, ses attentes ont changé, sa façon de voyager a changé. Et nous sommes restés donc sur un modèle qui ne correspond plus à la demande mondiale. D'autant plus que, par ailleurs, il y a une offre, nous sommes dans une compétition internationale, il y a une offre qui s'est développée sur le bassin méditerranéen, et en particulier sur le balnéaire, qui fait mieux que nous. Et donc, on est aujourd'hui, nous sommes dans, on peut dire que la destination est out. Voilà. La question suivante, c'est l'économie ne fonctionne plus, c'est la politique qui prend le pas, il y a trop de corruption. Je dirais d'une manière générale, il y a trop de déviance sociale. Oh, نبدأ oui, mais c'est absolument vrai. خلينا نقولوا ma thèse, c'est que aujourd'hui le pays connaît des problèmes économiques graves. Aujourd'hui, en fait, depuis 10 ans, on accumule des difficultés et يمكن زنقة وصلت للهرب وقفت الهرب. Et je pense que fondamentalement, le problème est politique. L'origine de nos problèmes économiques sont politiques. Instabilité politique, incapacité de générer des majorités qui gouvernent. En 10 ans, nous avons eu une dizaine de gouvernements, 9 ministres du tourisme. Comment peut-on élaborer, si Azzedine, une vision, faire des perspectives sur du moyen et long terme quand vous avez chaque année un gouvernement en moyenne qui change et des ministres qui changent. Et donc, le problème, à mon avis fondamental, est un problème politique qu'il va falloir régler à travers la réforme de la Constitution. Il faut modifier la Constitution, changer le mode de scrutin électoral et revoir toute la législation sur les partis et les associations et notamment sur leur financement. Quand on aura réglé ce problème, je crois qu'on s'occupera de manière beaucoup plus efficace de l'économie. Bien. Asdine? Oui, c'est sur quelle question? C'est tard, parce que je suis en train de lire l'économie française. Je partage totalement ce que Sislim vient de dire. Pour mettre encore et utiliser, excusez-moi Sislim, j'ai beaucoup aimé votre phrase de mettre le pied dans le plat. Il y a en Tunisie
je ne sais pas au niveau des décideurs, parce que quand on prend des choses techniques, économiques ou d'ingénierie, etc., la décision, en fin de compte, elle est politique. C'est pour ça qu'on dit que c'est le politique qui fonctionne. En Tunisie, je ne sais pas quel régime qu'on a. Je ne sais pas si c'est parlementaire, je ne sais. On a un régime qui est complètement, comment dirais-je, à plusieurs têtes, et on ne sait pas qui décide de quoi. N'est-ce pas? Même qu'on ne veuille ou pas, vous avez maintenant un président de la République qui nomme un Premier ministre. Le Premier ministre, c'est lui qui décide de tout, alors qu'il n'est pas élu. Et pas la peine, tout le monde connaît cette histoire. Donc, effectivement, de la base, donc pourquoi ben, la base, c'est qu'au niveau de décision, pour faire un plan, pour faire une vision, dans le pays de tous les secteurs, qu'il s'agisse touristique, qu'il s'agisse d'agriculture, qu'il s'agit du numérique, qu'il s'agit de nouvelles générations d'éducation, il nous faut des visions. Donc, cette vision-là, elle doit être discutée et menée par un gouvernement ferme. Il ne s'agit pas d'être de droite ou de gauche ou autre, il s'agit essentiellement de la stabilité au niveau politique. On a besoin de gouvernance faite au niveau de décideurs politiques. C'est ça un des gros problèmes qu'on a. Donc, c'est vrai qu'au niveau politique, il faut changer vraiment de ce que j'appelle de direction. Il faut dégager, comme vous l'avez dit, une majorité, n'est-ce pas, et dire, voici, on va faire des référendums ou je n'en sais rien. Moi, j'ai écrit un tout petit peu tout ça parce qu'en fin de compte, c'est ça la base de décision, c'est ça la base de tout ce qui est action économique et même sociale. Donc, c'est la politique. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie tous, Sislim, Sresdin, et malheureusement, Choukri Gharbi de la presse, malheureusement pour des Inch'Allah Labès, qui n'a pas pu être là à temps et même pas du tout. Pour mercredi prochain, nous avons la suite de cet épisode où nous avons parlé ici de stabilisation, les conditions nécessaires et éventuellement suffisantes pour stabiliser. Et pourquoi? En fait, c'est pour relancer, c'est-à-dire relancer en fait le débat. Est-ce qu'il faut relancer? Est-ce qu'il faut plus de rigueur? Est-ce que c'est une politique de stop, voilà, de go? Enfin, quoique ces deux notions sont un peu dépassées. Avec CSD et avec Afif Shelby, mercredi 14h prochain, c'est-à-dire le 14 janvier. Merci et à très bientôt. لا يا طاهر. Oui. 14 janvier. 14. Sinon, tu vas vers une révolution. Non, merci. Le 14 octobre. Octobre. Enfin, merci beaucoup. Merci, Slim. Je suis très content et honoré, comme vous avez dit au départ, vraiment de faire votre connaissance. Et j'espère que j'aurai l'occasion de, qu'on boit un café ensemble. Voilà. Avec grand plaisir. À travers le masque. À travers le masque. À travers le masque. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Merci.